Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, avec Christine et Jérôme pour parler de la santé mentale et de l'aidance, donc deux sujets très importants cette semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Je vous propose d'attendre quelques secondes le temps que tout le monde se connecte et nous allons pouvoir commencer. Alors, déjà en amont, on peut vous dire que du coup, cette session est bien sûr enregistrée. Vous recevrez un replay donc après la présentation. Vous recevrez également du coup le support de présentation qui est déjà téléchargeable si vous souhaitez, si vous avez cette curiosité-là. Et nous sommes donc ensemble pendant 45 minutes. Eh bien, je vois que les premiers inscrits sont là, donc nous pouvons commencer. Donc, bienvenue. Donc, comme je disais, nous sommes ravis de vous accueillir pendant ce webinaire. Je m'appelle Marine Bernard, je suis consultante senior chez Great Place to Work et mon métier, c'est d'intervenir du coup dans les entreprises pour les aider à se mettre au mouvement pour devenir des endroits où il fait bon travailler. Donc, j'ai notamment l'habitude d'intervenir auprès de comités de direction, de managers ou de collaborateurs, par exemple. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'intervenants de choix pour parler de ces sujets de société qui sont très importants. Donc, notamment par Jérôme Cré, qui est cofondateur et CEO de Olivia. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis un des cofondateurs d'Olivia. Notre mission chez Olivia, c'est de porter la santé mentale de façon positive au sein des organisations, d'en faire quelque chose qui s'inscrit naturellement dans une expérience de travail et de permettre à chaque salarié de prendre soin de son bien-être mental au quotidien, comme il ferait du sport ou comme il irait à la salle de gym, d'avoir ce réflexe aussi simple. Parfait, merci beaucoup Jérôme. Et je suis accompagnée également de Christine Lamidel, qui est directrice générale et fondatrice de Tilia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis la dirigeante de Tilia, une start-up que j'ai créée en intrapreneuriat au sein du groupe BNP Paribas, auquel j'appartiens. Notre société accompagne aujourd'hui les entreprises dans leur réflexion justement pour accompagner l'aidance et en tout cas de manière individualisée, soutenir au quotidien les salariés qui font face à ce rôle auprès d'un proche fragilisé. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez bien compris des échanges, des interactions qui s'avèrent très riches. Donc, aujourd'hui, on vous propose du coup ce temps d'échange autour d'un sujet essentiel qui est la santé mentale et le rôle des aidants en entreprise. Et l'idée, c'est de voir ensemble comment les aidants peuvent devenir, comment les entreprises, peuvent devenir de vrais relais en soutien pour leurs équipes. Et donc, pour commencer, on vous propose très rapidement de nous mettre en contexte avec quelques chiffres issus de la perception des salariés français. Ces chiffres vont être issus de l'enquête que nous menons chez Great Place to Work tous les ans auprès d'un panel représentatif de salariés français. On interroge 4000 salariés qui ne sont pas nos clients, c'est des personnes qu'on prend indépendamment grâce à un panéliste extérieur et qui nous permettent de prendre les tendances du marché du travail pour voir comment nous pouvons capter ces différentes évolutions. Et donc, dans ce questionnaire, on a posé des questions sur la santé mentale et on s'est basé notamment sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, vous voyez une définition qui est très riche et qui peut être tout à fait utilisé pour évaluer l'impact que le travail peut avoir sur cet état-là. Et on voit notamment que le travail peut être une formidable source d'épanouissement, de sens, de lien au travail, de lien social, puisque 71% des salariés français déclarent aujourd'hui voir leur travail comme un levier d'épanouissement personnel, et 76% voient dans le travail une opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc le travail, ça peut être une très belle source d'épanouissement, mais il peut aussi parfois devenir une source de stress, de pression ou de mal-être. Et c'est là qu'entrent en jeu les risques psychosociaux qu'il est essentiel de comprendre et de prévenir. Donc d'après le rapport Golac, le risque psychosocial, c'est un risque pour la santé mentale, physique et sociale, engendré par des conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Et donc, ce rapport Golac, qui date de 2011, a posé tout un cadre essentiel pour bien comprendre les risques psychosociaux en entreprise, en identifiant 6 grandes familles de facteurs de risque qui nous permettent aujourd'hui d'agir de manière plus ciblée et plus efficace. Par exemple, nous avons le fait d'imposer une certaine intensité et un temps de travail peu flexible auprès des équipes. Le fait d'avoir des emplois qui nécessitent une forte exigence émotionnelle, dans lesquels on a peu d'autonomie, dans lesquels les rapports sociaux peuvent être dégradés,
dans lesquels les collaborateurs peuvent être confrontés à des conflits de valeurs, par exemple entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de leur entreprise. Et enfin, le fait d'être face à une situation d'insécurité face à leur situation de travail. Et donc, on le voit bien, si le travail peut être une source d'épanouissement, il peut aussi peser lourd sur la santé mentale. Parce qu'en France, 22% des salariés français estiment que leur activité professionnelle a un impact négatif sur leur santé mentale. Et d'ailleurs, plus largement, la santé mentale est aujourd'hui perçue comme un des risques majeurs liés au travail. Ça, c'est aussi une question qu'on a posée dans notre enquête, où on a demandé aux salariés français d'évaluer quels étaient les 3 plus gros risques les plus importants liés au travail, selon eux aujourd'hui. Et on voit qu'on a le burn-out qui arrive en première position. Je ne détaille pas, mais le lien avec la santé mentale est tout à fait limpide. On a ensuite la difficulté à recruter, qui peut être tout à fait liée avec la pression sociale, si on est en sous-staffing, et du coup, si ça peut entraîner une certaine pression et une surcharge de travail. Et enfin, la perte de sens et l'ennui, notamment avec le brown-out, peut être tout à fait lié avec cet enjeu-là également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà des salariés français, si on fait un focus sur les DRH français, eh ben, cette perception de risque est complètement partagée. Puisque parmi les plus gros risques liés au travail perçus par les DRH français, on retrouve la difficulté à recruter en première place, le burn-out en seconde place, et enfin la gestion de la pression et l'urgence en troisième place. Et donc, face à ce constat, une question se pose, que fait-on ? Car seuls 30% des salariés français, aujourd'hui, estiment percevoir des dispositifs concrets de prévention et de soutien sur le sujet de la santé mentale de leur entreprise. Donc, c'est un chiffre qui est très bas et qui interroge concrètement sur les marges de manœuvre que se donnent les entreprises au quotidien. En plus d'être bas, ce chiffre est assez challengeant parce qu'au final, on voit qu'il varie en fonction de la place qu'on a dans l'organisation. Parce que si on pose la même question, donc de savoir si l'entreprise met en place des actions concrètes de prévention et de soutien sur le sujet de la santé mentale, on voit que en fonction de la position qu'on a dans l'entreprise, on va avoir des points de vue différents. Donc par exemple, les codures sont 48% à dire que c'est le cas, les membres du CODIR, contre 24% pour les collaborateurs ou 31% pour les managers de proximité. Donc c'est un chiffre qui, en plus d'être bas, est parfaitement hétérogène. Alors ça soulève notamment une réflexion, est-ce que ces dispositifs existent ? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont mal communiqués ? Donc, c'est tout un paradoxe que Jérôme va pouvoir nous expliquer un peu plus en détail sur comment, justement, accompagner, prévenir, soutenir la santé mentale plus concrètement dans les organisations. Du coup, un des premiers sujets à regarder, indépendamment des actions et des dispositifs, c'est de regarder la perception en fait qu'on a de la santé mentale. Il y a énormément de stéréotypes et de fausses croyances qu'on doit défaire, et pour ça veut dire sensibiliser, ça veut dire oser ouvrir le dialogue. Mais ces stéréotypes, c'est déjà la santé mentale, c'est souvent connoté négativement. Très peu de personnes perçoivent cette définition de l'OMS. Quand on parle de santé physique, on voit quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui fait du sport. Quand on parle de santé mentale, on voit plutôt quelque chose connoté à la maladie mentale, au burn-out, au harcèlement. Donc déjà, c'est défaire cette fausse croyance et dire que on peut prendre soin de sa santé mentale au quotidien et que ça va finalement de la souffrance jusqu'à la performance sportive. Les sportifs de haut niveau ont eux-mêmes des préparateurs mentaux et donc on voit que c'est également un outil de performance. La deuxième fausse croyance, c'est que les psychologues sont uniquement faits pour la détresse. En fait, le psychologue, c'est un outil qui permet de prendre du recul, qui permet de faire face à une situation, qui permet aussi de mieux se positionner, de mieux formuler quelque chose à son manager, de défaire des conflits. Et donc, on voit en fait que le psychologue peut être un formidable outil pour venir favoriser l'engagement et favoriser la prise de recul de chaque salarié. Un autre stéréotype, c'est on doit laisser ses soucis perso en arrivant du boulot. La personne est unique. Il y a une étude de Malakoff Humanis qui montre qu'un tiers des sujets mélangent en fait des sphères professionnelles et personnelles. Donc souvent, les deux sont intimement liés. Et donc, c'est important aussi de mettre à disposition des espaces de parole, des outils qui vont permettre de prendre en compte ces sujets personnels, comme les danses. Et on fera le lien tout à l'heure avec les danses. Et dernier sujet qui est un petit peu plus compliqué, mais je dois cacher ma vulnérabilité et mes faiblesses. En fait, si on porte des masques et qu'on n'ose pas finalement afficher ses émotions, qu'on doit être fort, qu'on doit tout savoir, ça forcément, ça crée de la dissonance, ça crée du mal-être. Et c'est aussi parce qu'on crée ces espaces de vulnérabilité, qu'on crée du lien humain et que les personnes se sentent en sécurité et arrivent à mieux travailler, à mieux communiquer entre elles.
Du coup, quand on regarde aussi un autre problème en fait des organisations, c'est que les dispositifs sont souvent des dispositifs réactifs et curatifs. Donc, on peut avoir des enquêtes annuelles d'engagement, on peut avoir des audits sur les risques psychosociaux, mais quand on regarde derrière le déroulé, on voit des managers qui ont du mal finalement à détecter des situations de mal-être et de souffrance, donc ils les prennent très tardivement, des salariés qui ont du mal à en parler, donc la détection est tardive et la résolution est tardive, puisque les outils principalement en place, c'est soit la médecine du travail, parfois des psychologues du travail, parfois des lignes d'écoute psychologiques sont relativement mal communiquées. Et donc, on est plutôt en mode réactif à éteindre des feux une fois qu'une situation est déjà se matérialise et est déjà présente. Et donc ça, slide suivante, je vous invite vraiment à le regarder sous un autre prisme en disant, voilà, 1% des situations de tension, c'est des situations de crise, de restructuration, de harcèlement, mais en fait, 99% des situations dans un collectif, ça va être des situations qu'on appelle des tensions modérées. Qu'est-ce qu'on entend par là? Des choses qui vont animer n'importe quel collectif, n'importe quel individu, des sujets autour du stress, autour du sens, autour des problématiques relationnelles, de l'équilibre vie pro, vie perso. Ces sujets-là, ils sont massifs. Ils peuvent être captés par les managers, par les équipes RH, mais c'est tellement massif qu'on ne peut pas tout capter. Et puis, on a un petit peu, on n'est pas à l'aise d'en parler. On a peur du jugement, on a peur pour sa carrière. C'est ce qu'on appelle en fait un manque de sécurité psychologique. On va revenir sur ce terme-là. Du coup, quels sont les freins en fait qui permettent déjà de travailler indépendamment des dispositifs, d'ouvrir en fait ce dialogue? On a peur d'ouvrir une boîte de Pandore. J'ai souvent entendu, et ça peut paraître étrange, mais de dire: «Mais si on ouvre le dialogue sur la santé mentale, on va augmenter le risque psychosocial parce que les personnes se sentiront libres de parler». Moi, l'image que je préfère, c'est plutôt l'image de la cocotte minute. C'est-à-dire que si on n'en parle pas et qu'il n'y a pas le petit bouchon de la cocotte minute, on risque d'avoir de la surpression, on risque d'avoir quelque chose qui explose. Et c'est beaucoup mieux d'avoir du coup quelque chose qui permet de réguler la pression. Et cette régulation, c'est déjà le fait que l'organisation fonctionne bien, qu'elle est fonctionnelle, que le management est fonctionnel, mais aussi que les salariés finalement soient dans un climat qui leur permet d'avoir ces capacités de régulation, ces capacités de lever la main quand ils sont en difficulté, ces capacités de s'exprimer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Du coup, ce que montrent les statistiques, c'est qu'on n'est pas du tout actuellement dans un climat de sécurité psychologique. Il y a une étude récente qui montre que 7% des salariés osent parler de leurs problématiques psychologiques à leur manager ou à leur RH. 7%, c'est extrêmement peu. 93% des personnes n'osent pas, finalement, lever la main quand ils font face à une difficulté professionnelle ou personnelle, ne se sentent pas d'en parler avec leur manager direct ou leur RH. Du coup, c'est quoi la sécurité psychologique concrètement? Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est la capacité à s'exprimer librement, sans censure, sans risque d'être jugé et sans crainte de représailles. Donc, c'est-à-dire que c'est un climat de travail dans lequel on est libre de penser, de parler de ses doutes, de ses incertitudes, de poser des questions, de pointer les problèmes. Et en fait, il y a une étude qui a été portée par Amy Edmondson, un chercheur à Harvard aux États-Unis, qui a étudié une centaine de critères de performance d'une équipe. Et ce qu'elle a montré, en fait, c'est que parmi ces critères, le critère principal qui se détachait, c'était cette notion de sécurité psychologique. Pourquoi? Parce que finalement, les personnes se sentent en capacité finalement de créer, d'avoir le droit d'échouer, d'avoir le droit à l'erreur, se sentent aussi capables de remonter quand ils sont trop sous pression, quand ils ont trop de charge de travail, de désamorcer des conflits. Et donc tout ça, finalement, quand on est en sécurité, on ose parler, on ose aborder tous ces sujets-là, on a les outils pour le faire. Et du coup, c'est ce qui permet aussi d'avoir des équipes qui sont plus apprenantes, plus agiles et qui sont surtout plus créatives. Donc c'est un véritable axe de performance. Et donc, ce qu'a montré également Amy Edmondson, c'est que quand on crée de la sécurité psychologique, il y a beaucoup de personnes qui nous disent: «Non, mais nous, on est dans une culture de la performance. On est dans une culture de la performance». Mais il n'y a pas de dissonance, en fait, entre la sécurité psychologique et une culture de la performance. C'est-à-dire qu'il faut coupler cette sécurité psychologique avec de l'exigence, avec de la performance, avec des organisations qui forcément ont des objectifs et des ambitions. Et quand on couple les deux, c'est là où on arrive à avoir une zone de performance, une zone d'apprentissage et des organisations qui sont plus efficaces. Et donc, ce qui est très important, et c'est vraiment le chemin qu'on porte avec Olivia, c'est de vraiment passer d'un monde où on gère le risque psychosocial. Donc, gérer le risque psychosocial, ça veut dire que c'est un risque qui potentiellement
qui est engendré par le travail. Donc, le travail peut engendrer du mal-être, peut engendrer de la souffrance, et donc on le prend comme un risque professionnel. Et moi, j'invite les personnes à dire, si vous voulez prendre le sujet dans le bon sens, il faut que la santé mentale soit un prérequis du travail. C'est la définition de l'OMS, c'est-à-dire je ne peux pas travailler si je ne suis pas en bonne santé mentale. La santé mentale fait partie intégrante d'une expérience de travail. C'est normal, vous allez tous traverser des choses pro-perso dans votre vie et c'est important d'avoir les capacités de le désamorcer, d'en parler et d'être dans un climat et une organisation qui vous permet d'en parler. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire? La première chose, ce n'est pas de déployer une solution. La première chose, c'est d'oser en parler. C'est de prendre le sujet à bras-le-corps et de l'incarner. Et donc, l'incarner, ça veut dire aussi, depuis le top management, depuis la DRH, depuis les comités de direction, se montrer publiquement concerné par ces sujets de santé mentale, oser aussi finalement parler de ses propres doutes et de ses propres vulnérabilités. Et on peut être, moi voilà, je suis chef d'entreprise, mais je partage aussi mes doutes et mes vulnérabilités. Ça invite mes salariés à le faire. Et donc, c'est parce que j'en parle que les autres sont autorisés à le faire. Deuxième sujet, c'est de créer des espaces de parole et de communication qui soient dédiés à ces sujets de santé mentale. Donc là, on est dans la semaine de la QVCT, ce qui est une très, très bonne initiative. On voit énormément de choses qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous invite à essayer de le pérenniser et le ritualiser un petit peu. Voilà, donc chaque mois, essayer de créer des petits rituels, des conférences. Il y a également des nouveaux outils qui ont été créés, les premiers secours en santé mentale, des formations plus sur le management, sur comment intégrer la santé mentale en tant que manager dans ces rituels. Donc tout ça, c'est important. Et puis sensibiliser surtout les salariés dès leur onboarding, dès qu'ils arrivent finalement à l'existence de ces dispositifs et au fait qu'ils sont dans un climat de sécurité et qu'ils ont le droit finalement à aborder ces sujets. Deuxième volet, c'est un volet managérial, c'est-à-dire que les managers sont au cœur du système, au cœur de l'équation, et nous, on accompagne beaucoup de clients industriels avec des managers qui sont des managers très bons techniquement, mais très hétérogènes derrière dans leur capacité managériale d'écoute. Et on voit notamment beaucoup de populations de managers ingénieurs qui veulent des solutions. Et moi-même, je suis ingénieur. Au début, je cherchais une solution. La première chose, c'est OK, si j'ai quelqu'un en entretien, comment je peux lui donner de l'écoute, en quoi l'écoute peut être favorable, comment est-ce que j'ai des outils qui permettent de questionner, d'ouvrir le dialogue, le fait aussi de demander comment la personne se sent émotionnellement et ne pas se satisfaire de ça va. Le ça va, en fait, c'est très facile de le dire, on peut ouvrir d'autres espaces et donc peut-être poser la question, ou même demander une météo intérieure, comment est-ce que vous vous sentez, donnez-moi une émotion. Donc nous, c'est ce qu'on peut faire. Et puis surtout, donner du sens, de l'autonomie et également gérer la charge mentale avec des outils maintenant en ligne qui nous sollicitent énormément. On peut avoir 100, 150 interruptions, notifications dans la journée. Donc, essayer à réfléchir à comment est-ce que ces interruptions peuvent être minimisées pour libérer un petit peu de charge de travail. Ça peut être juste reporter des emails, reporter des notifications, inviter à les couper. Mais tout ça, c'est des petits outils qui permettent déjà de travailler de façon assez simple sur la charge mentale et la santé mentale. Et dernier volet, et là je parlerai un petit peu plus de notre cœur de métier. Nous, le cœur de métier d'Olivia, en dehors de créer ce climat de sécurité psychologique, d'aider les managers, c'est aussi de repenser les dispositifs d'accompagnement individuel. La majorité de nos clients ont des dispositifs qui sont des numéros verts d'appel, qui sont très peu communiqués. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on crée des parcours qui sont un petit peu plus positifs, plus engageants et qui vont travailler sur un large spectre. C'est-à-dire que je peux venir sur Olivia pour me sensibiliser, pour travailler sur un problème de sommeil, sur une problématique émotionnelle, relationnelle. Et donc, en créant en fait ces outils avec des usages un peu plus modernes, on capte plus de situations et on est capable de les désamorcer, de démontrer finalement qu'on les désamorce en prévention. Voilà, 90% des situations qu'on gère sur Olivia, c'est des situations de prévention. Et donc, ça permet vraiment de déporter ces dispositifs de ce qu'on appelle la prévention tertiaire à de la prévention secondaire, voire primaire. Et du coup, pour terminer, j'aime beaucoup l'exemple d'un de nos clients qui est Vinci Construction, qui a beaucoup travaillé le sujet, notamment d'un point de vue de la culture. Récemment, donc là, ils avaient des journées sécurité, donc ce qu'ils appellent les Safety Days au niveau du groupe de 280 000 personnes dans le monde. Ils ont créé un film avec la thématique It's okay not to be okay. Donc, et c'était l'histoire d'une personne sur un chantier qui vient d'être parent et qui est dans le syndrome
pré-burnout, donc isolement, il pleure, il arrive avec la boule au ventre. Et donc, tout ce film qui raconte son histoire de façon très, très belle. Et ce film a été diffusé dans tous les pays auprès de 280 000 personnes et a permis d'ouvrir le sujet. Et derrière, nous, on a accompagné sur accompagnement des managers, les RH, créer des réseaux de secouristes en santé mentale, former les managers. Mais c'est aussi pour vous montrer que, voilà, avec quelques outils et oser finalement prendre la parole, ça a embarqué tout le monde, ça a embarqué le comité de direction. Et maintenant, la parole s'est libérée, ils osent parler de santé mentale de façon beaucoup plus présente. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en termes de sensibilisation. Et puis sur le terrain également, un outil qu'on aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle des causeries autour de la santé mentale, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le chantier n'ont pas forcément ne consultent pas très régulièrement leur email. Et donc, ce qu'on invite, c'est à repenser un petit peu ce sujet dans lequel des équipes de management de proximité ou des équipes santé-sécurité finalement peuvent ouvrir ces espaces de dialogue en disant aujourd'hui, on ne va pas parler de sécurité physique, mais on va parler de sécurité psychologique. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a souvent un quart d'heure, 20 minutes, brief sécurité sur le chantier. Voilà, une fois de temps en temps, on invite les personnes, on leur donne les outils à comment, au lieu de parler de sécurité physique, je parle de sécurité psychologique et en quoi ça peut aussi avoir un lien sur la sécurité physique. Et c'était ça aussi le lien qui avait été fait chez Vinci Construction. Quand la personne est présente et dans sa tête, forcément, elle est plus présente dans son travail. Et donc, notamment pour des organisations industrielles, il y a beaucoup moins d'accidents et beaucoup plus de performances. En tout cas, de très belles initiatives. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer sur l'autre partie. Et bien justement, nous avons une question, Jérôme, une question de Aïcha. Bonjour, comment impliquer les managers de proximité dans l'identification et le soutien des aidants sans qu'ils aient l'impression de devoir jouer au psy? Ce sera la question, Christine. Je ne sais pas si tu veux y répondre du coup. Hop. Alors du coup, peut-être que j'y répondrai après mon intervention parce que je vais partager quelques bonnes pratiques. Okay. Si c'est sur les aidants, mais je pense qu'elle est duplicable si on enlève le mot aidant finalement aux salariés, pour les managers. Oui. Du coup, donc, ce qui est important, je l'ai un petit peu mentionné, donc ce qui est important, c'est que les managers soient au clair sur leur rôle et leur posture. Leur rôle en tant que manager, c'est pas forcément de trouver des solutions, mais c'est déjà d'avoir un espace dans lequel ils peuvent écouter. Donc, rien que le fait d'écouter peut aider une personne. Le fait d'écouter pas que sur des sujets professionnels, mais aussi sur des sujets personnels. Et là, c'est un petit peu inconfortable des fois d'écouter des sujets personnels, mais voilà, de lui dire, si tu souhaites me partager des sujets personnels, c'est possible, je pourrais peut-être pas t'aider, mais au moins je peux t'écouter, rien que ça, déjà, ça peut aider. Et puis derrière, savoir qu'en termes de posture, le fait que le manager, il ne faut pas qu'il rentre soit dans le syndrome du super-héros, donc je vais tout résoudre et donc il va se mettre en difficulté, soit dans le syndrome de « oh là là, je ne sais pas quoi faire et donc je mets les choses sous le tapis ». Le manager, il peut déjà donner de l'écoute, il peut peut-être aménager le poste de travail, il peut peut-être donner de la flexibilité au travail, il peut peut-être demander s'il y a une information qui peut être faite auprès de l'équipe, donc ça va donner un petit peu de confort à la personne. Et puis derrière, il peut mobiliser des relais, donc des relais des plateformes externes, vous en avez autour de la table, des relais internes, des RH, les services de santé au travail, les assistantes sociales. Et donc, c'est aussi être conscient qu'il est dans cet écosystème et qu'il a plein de relais spécialisés normalement autour de lui qui lui permettent de travailler en écosystème. Merci beaucoup, Jérôme. On a une deuxième question et celle-ci, elle est clairement pour toi. Je connais une autre application concernant la santé mentale, Théal. Je ne sais pas si je le prononce bien. Quelle différence avec Olivia? Alors, c'est un de nos concurrents. Et donc, on a la même mission, on porte la même mission. Avec cette volonté de moderniser les systèmes d'écoute psychologique. Donc, on a vraiment des choses qui sont similaires. Voilà, nous, on travaille beaucoup avec des ETI et des grands comptes qui nous différencient un petit peu. Et puis, on met beaucoup plus en avant aussi l'accompagnement humain. Mais on porte tout à fait la même mission. Parfait. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Dans le chat, n'hésitez pas à poser d'autres questions. On prendra le temps pour y répondre. Et merci Jérôme pour cette intervention qui était passionnante. Ce que tu viens de nous partager met vraiment en lumière l'importance de rendre visibles et accessibles les dispositifs liés à la santé mentale. Et justement, je vous propose de maintenant faire un petit focus sur un public dont les enjeux sont encore très peu connus, mais pourtant très importants et très spécifiques, les salariés aidants. Pourquoi ce focus? Parce que les chiffres sont parlants. Parmi notre enquête, donc toujours notre enquête des Great Insights, on voit que 29% des salariés aidants jugent leur santé mentale comme mauvaise ou très en risque. Donc, c'est presque un tiers. Et cela montre à quel point la double charge, donc professionnelle et personnelle, peut fragiliser l'équilibre mental.
Et donc, Christine, tu travailles de près avec cette population et pourrais-tu nous partager du coup quels sont les enjeux auxquels sont confrontés ces salariés au quotidien et surtout quelles sont les bonnes pratiques que les entreprises peuvent mettre en place pour les accompagner au mieux? Alors effectivement, ça va faire écho à ce que Jérôme a partagé. Il y a effectivement, les aidants semblent représenter un peu une niche, mais j'aimerais moi intervenir surtout pour briser justement le silence qui tourne autour de ce sujet, de l'aidance qui est invisibilisé aujourd'hui dans la société et encore plus en entreprise. Ce sont des hommes, des femmes aujourd'hui, vos collègues, vos collaborateurs finalement, ou peut-être vous-même, qui finalement sont confrontés à une situation de prendre soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap, l'avancée en âge. C'est une responsabilité qu'on endosse en plus de son quotidien quand on est actif. Et donc, quand on enchaîne sa journée de travail par prendre soin de son proche, c'est une charge mentale forte avec des répercussions et ça va être effectivement l'objet de l'intervention. Pourquoi en parler en entreprise? Tout à l'heure, Jérôme l'évoquait, finalement, c'est un sujet de la sphère privée, c'est quelque chose qui peut sembler ne pas concerner le collectif de travail. Or, aujourd'hui, les répercussions tant sur le collaborateur lui-même sont identifiées, notables, mais c'est aussi sur le collectif de travail. Je ne rentrerai pas là dans la spécificité justement des répercussions sur les collègues, mais c'est quelque chose en tout cas qu'on a aussi identifié. Pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène, quelques chiffres clés, je vais en partager quelques-uns. C'est important d'avoir une notion justement de ce que représente l'aidance au sein de la société, du fait du vieillissement de la population, du nombre de maladies chroniques qui est croissant. Et puis, c'est vrai que finalement, l'allongement de la durée de vie fait que par ricochet, aujourd'hui, 11 millions de Français sont en situation d'aidance et 1 sur 2 est en activité professionnelle et concilie donc son rôle d'aidant avec son activité. De quoi il est question sur la slide suivante, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler à proprement parler de statut d'aidant. En revanche, il y a une définition. Alors, ça a évolué au fil des ans. On parlait d'aidant familial, d'aidant naturel. Pour certaines personnes, ça n'a rien de naturel de prendre soin d'un proche. Pour certains, c'est par amour, d'autres par obligation. Quoi qu'il en soit, au regard de la loi, la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV, qui a été mise en place fin 2015, promulguée fin 2015, on parle maintenant de proche aidant. Qu'est-ce qui est important dans cette notion de proche aidant? C'est que on va être finalement face à une situation qui ne concerne pas uniquement quelqu'un avec qui on a un lien de parenté. Et donc, on va accompagner un proche en perte d'autonomie de manière régulière et fréquente et de manière non professionnelle sur les actes de la vie quotidienne. Donc, vous comprenez bien que ça peut concerner chacun d'entre nous. Aujourd'hui, cette réalité, elle est croissante en entreprise. Ça concerne 1 salarié sur 5 et d'ici 2030, on parle de 1 sur 4. Alors, j'aime pas parler de profil type, de portrait robot des aidants. Je trouve que ça enferme dans des cases et ça voudrait dire que ça exclut une partie de la population. Je vous partage quand même des tendances, majoritairement des femmes, plutôt des femmes qui sont seniors, plus de 45 ans, même si l'âge moyen d'entrée dans l'aidance, c'est 33 ans. Et puis, la temporalité, cette responsabilité d'aidant, ça dure. Pour 65% d'entre eux, ça s'accompagne d'un soutien pendant au moins 6 ans. Et donc, ça a des répercussions forcément sur ces salariés. Une autre donnée clé, c'est qu'aujourd'hui, ces aidants sont invisibilisés. Tout à l'heure, Jérôme disait, c'est des sujets personnels qu'on n'est pas, rien nous oblige à en parler dans l'entreprise. Et donc, on peut clairement le cacher. Pour plusieurs raisons, ce n'est pas identifié dans l'entreprise parce qu'on a quand même 6 aidants sur 10 qui ne savent pas qu'ils sont aidants. En tout cas, qu'ils ne se reconnaissent pas comme tels. Le mot aidant, on est papa, maman d'un enfant en situation de handicap, on s'occupe de son conjoint qui a atteint d'une maladie chronique et donc on va assez peu se revendiquer aidant et aller disposer des aides auxquelles on pourrait prétendre. Il y a beaucoup de pudeur, il y a aussi beaucoup de crainte. Tout à l'heure, Jérôme l'évoquait aussi, il y a des collaborateurs qui ont très très peur d'être vus comme une charge, d'être vus comme faibles, comme fragiles, comme collaborateurs sur lesquels on ne peut pas compter.
Et puis, autre pendant, le fait de ne pas disposer des aides, 70% aujourd'hui nous disent ne pas connaître finalement les bonnes pratiques pour réussir à concilier les deux. Être aidant, ça signifie aussi avoir sur la slide suivante, faire face à des défis. Finalement, la vie d'un aidant, elle n'est pas linéaire. Bien souvent, on bascule dans ce rôle, on ne sait pas par où commencer, à qui s'adresser. Tout à l'heure, Jérôme évoquait le fait que c'est vrai que c'est important d'avoir dans l'entreprise des interlocuteurs identifiés. Ça fait partie des bonnes pratiques que je partagerai. Quoi qu'il en soit, il y a la complexité des démarches administratives, la lourdeur finalement de tous les dossiers à monter, le manque de temps pour tout concilier, tout gérer, tout organiser dans le quotidien de son proche. Et puis, on va le voir après, mais ça génère aussi des complexités financières parce que un reste à charge non négligeable, parfois aussi des activités qui vont être réduites professionnellement, qui vont finalement générer de moindres revenus, et puis une santé fragilisée. Les impacts par ricochet à ces défis sur la slide suivante, finalement, c'est que 45% des aidants ont aménagé leur temps de travail, mais on a aussi 26% qui ont carrément dû, un peu contraints et forcés, dû se mettre à temps partiel. Donc, ce qui génère un cercle vicieux, finalement, un tiers des aidants ont un reste à charge de 500 à 1000 euros par mois, pour accompagner leurs proches. Le maintien à domicile est extrêmement coûteux, rentrer dans un établissement spécialisé l'est tout autant. Et donc, ça précarise économiquement le collaborateur en situation d'aidance. Et puis, on parle, le sujet d'aujourd'hui, c'est la santé mentale. 78% évoquent une dégradation de leur santé mentale, santé physique ou mentale, parce que stress, anxiété. Le rôle d'aidant, il est bien souvent corrélé à l'état de santé du proche. On s'inquiète et donc, forcément, ça peut générer du sommeil, de la fatigue, moindre appétit, du sommeil en moins. Vous l'aurez compris, donc l'aidance, elle est plurielle. Ça recouvre autant de réalités finalement très personnelles qui vont être liées à la temporalité, la nature de l'aide que j'apporte. Est-ce que je suis là en soins? Est-ce que je suis là en présence pour les courses, pour les sujets administratifs, pour le soutien moral? Et donc, ce qui est important, c'est que par rapport aux perspectives, aujourd'hui, ce serait illusoire de penser que vous n'avez pas d'aidant dans votre entreprise et il y en aura d'autant plus demain. Et quand on interroge justement les aidants, les salariés non aidants, on a 98%, quasi unanimement, qui disent que oui, l'entreprise a un rôle à jouer et c'est primordial qu'ils accompagnent les collaborateurs. Et à ce titre, 70% d'entre eux considèrent qu'ils seront probablement ou très certainement aidants dans les 5 années à venir. Et donc, à ce titre, quelle bonne pratique, quel levier je pourrais vous partager sur la slide suivante, c'est que comme le disait un petit peu Jérôme, finalement, on fait le pendant sur l'aidant, c'est qu'il y a ce sujet de libérer la parole, de pouvoir acculturer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ce sujet n'est pas réservé à une partie de vos effectifs. Former les managers à la détection, effectivement, des signes d'alerte, pouvoir aussi avoir la bonne posture, l'écoute active, comment réagir. Il n'est pas question, pour répondre à la question d'Aïcha, de faire finalement des managers à qui on demande déjà beaucoup d'être des experts de l'aidance. Simplement avoir les bons réflexes, savoir vers qui orienter dans l'entreprise, avoir connaissance simplement des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer, avoir aussi un peu plus de souplesse dans les organisations et puis potentiellement on peut aussi avoir à mettre en place finalement un référent aidant, quelqu'un qui est l'interlocuteur un peu dédié et puis simplement se dire que il n'est pas question de mettre en place une politique figée, les besoins évoluent, les situations évoluent et donc c'est important de pouvoir avoir cette écoute, d'ouvrir un petit peu les portes aux situations et en tout cas de mettre en place des dispositifs qui vont être adaptés, qui ne pénalisent ni le salarié ni l'entreprise. Parce qu'il y a quand même derrière un enjeu, bien entendu, de performance. Je n'ai pas parlé de l'absentéisme potentiel des aidants. Et donc, sur la slide suivante, vous avez quelques pistes. Alors, au-delà des dispositifs de droit commun qui sont le congé de proche aidant, le congé de présence parentale, de solidarité familiale,
ou avec la loi Mathis, le don de jours, les campagnes de dons de jours, eh bien, vous avez des entreprises qui ont mis en place des dispositifs spécifiquement dans leur organisation. Ça peut être du télétravail accru, du télétravail qui est accepté sur le lieu géographique du proche, qui va tenir compte effectivement parfois de l'éloignement entre l'aidant et l'aidé. Et puis, ça peut être un compte épargne-temps qui va être utilisé monétisable. Ça peut être un aménagement de la fonction, de la charge de travail, mettre en place un système de backup. En tout cas, tout un tas d'organisations, d'actions organisationnelles, et puis des actions aussi d'humain, c'est-à-dire que, effectivement, de la formation, de la sensibilisation de toutes les parties prenantes, et puis accéder à des dispositifs de soutien. Et donc, simplement pour vous dire quelques mots sur notre approche, chez Tilia, on a effectivement été beaucoup sollicité par des employeurs, en tout cas des dirigeants d'entreprise, des RH, qui se questionnaient sur effectivement, est-ce que dans leur structure, il y avait des aidants. Et donc, sans chiffres prégnants, en tout cas d'avoir d'études qui formalisent le nombre de salariés aidants, on ne pouvait pas mettre en place quelque chose qui puissent en tout cas répondre à leurs attentes, parce qu'une méconnaissance des situations. Et donc, quand on intervient en entreprise, bien souvent, on commence par un diagnostic, un panorama de l'aidance qui permet de cartographier les situations et d'identifier les besoins. Et puis, pour rejoindre ce que Jérôme disait sur la partie plutôt action préventive, eh bien, ce panorama donne aussi la parole aux non-aidants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quantifier aussi à horizon 5 ans combien de salariés seront concernés par l'aidance et apporter un plan d'action pour mettre en place des solutions très concrètes. On intervient pour de la sensibilisation au niveau de toutes les parties prenantes également, des RH comme Excodir, managers. On participe à la mise en place de chartes d'engagement, à défaut d'avoir un accord aidant spécifique, par exemple. Et puis, on accompagne individuellement les collaborateurs au travers d'un accompagnement qui est humain d'abord, avec des assistants personnels, et puis une application partagée. Et pour finir, simplement vous partager que ces actions, elles sont vraiment vertueuses. Et en tout cas, il y a un vrai enjeu autant pour le salarié que pour l'employeur. C'est une démarche qui est gagnant-gagnant. On le voit aujourd'hui par rapport au retour qu'on a des entreprises. Il y a un enjeu de visibilité du sujet, de reconnaissance et de valorisation. Faire en sorte que le sujet, effectivement, soit plus tabou. Je fais un peu le parallèle avec le handicap il y a quelques années de ça. Quand on sait que 80% des handicaps sont non visibles, il y avait le questionnement de faire sa RQTH ou pas, d'être visible ou pas auprès de son employeur. Là, c'est un peu la même chose. C'est une situation personnelle qu'on peut masquer, mais qui a des répercussions fortes. Et c'est important de pouvoir les accompagner plutôt que de les subir. Et là, quelques chiffres de notre mesure d'impact sur la slide suivante, qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on a des actions qui sont en tout cas en faveur d'une meilleure inclusion des salariés aidants, une meilleure reconnaissance, de prévention des risques sur la charge mentale, les risques psychosociaux, de diminution du stress, prévention sur l'isolement aussi des salariés aidants, sur l'impact en termes de meilleur équilibre des temps de vie, et puis sur forcément la marque employeur, parce qu'en termes de fidélisation, de rétention de ses collaborateurs, mettre en place les conditions acceptables pour que les salariés aidants n'aient pas à choisir entre leur job et leur rôle d'aidant auprès de leurs proches. Donc pour conclure, peut-être vous dire que mettre en place finalement un environnement plus juste, plus solidaire, qui sera aussi plus à l'écoute des parcours de vie des collaborateurs. Finalement, c'est pas, encore une fois, une fragilité, c'est pas quelque chose qui doit nous rendre coupables. Au contraire, je trouve que c'est un rôle qui est très gratifiant et honorable, qu'on devrait davantage valoriser. Et à ce titre, que l'entreprise mettre en place des dispositifs beaucoup plus flexibles, adaptables, pour faire en sorte qu'elle conserve aussi la richesse de son entreprise et que ça puisse agir de manière plus durable pour sa performance également. Voilà.
Merci beaucoup, Christine. C'était passionnant. Merci pour ce contenu qui était super riche. Je vois qu'on a une question qui est remontée de Fabienne. C'est une question sur laquelle vous pouvez peut-être vous positionner tous les deux. Peut-on adresser les salariés vers la médecine du travail, même si ce n'est pas à leur demande? On peut les orienter, donc les orienter vers l'écosystème, mais les adresser, c'est-à-dire les forcer finalement à prendre un rendez-vous à leur place, ça, c'est pas possible. Donc, ce qui est important, c'est que le manager puisse créer cet espace d'échange et puisse proposer les meilleurs relais et que le salarié aussi puisse décider avec quel relais il se sent OK ou à l'aise ou confortable. Voilà. Mais par contre, c'est une orientation et pas un adressage spécifique. Ouais. On a la même chose sur le sujet de l'aidance. Bien souvent, quand on forme les managers, parfois on est maladroit et on peut avoir des formes de phrases qui vont être ressenties comme des injonctions. Et effectivement, il n'est pas question de dire il faudrait que tu ailles voir un tel. L'idée, c'est d'être dans la co-construction, la suggestion. Et effectivement, dans l'entreprise, la médecine du travail est un des relais vers qui on peut adresser, un des interlocuteurs, effectivement, qui peut être utile. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore 5 minutes, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, les interventions étaient déjà bien complètes, je pense, et c'était déjà très clair. A priori, bien compris. Je vous propose qu'on se laisse encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions supplémentaires. Peut-être que ça aurait été intéressant qu'il y ait des interactions dans le chat pour savoir s'il y a effectivement déjà des dispositifs mis en place, si c'est des sujets qui en tout cas préoccupent ou pas nos interlocuteurs. Mais, Oui, tout à fait. N'hésitez pas à réagir en effet pour puis partager éventuellement vos retours. Retour d'expérience. Retour d'expérience. Ce qui est sûr, c'est que... Et donc, comme je disais... Allez-y, Christine. Non, pour les bonnes pratiques, je crois que, en tout cas, c'est une question de volonté pour s'emparer de nos sujets. Il n'y a pas forcément besoin de gros moyens, en fait. Bien souvent, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vu comme un point de blocage. Je crois qu'à partir du moment où on a un vrai engagement, une vraie volonté d'y aller, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont facilement déployables, rapidement et pas très coûteuses. Tout à fait. Tout à fait. Nous-mêmes, chez Great Place to Work, on accompagne plusieurs entreprises qui réfléchissent à ces sujets, qui voient des populations particulières en retrait, qui vont avoir ces besoins-là. Et en effet, il y a toujours des quick wins qui permettent d'avoir un impact assez rapidement et qui sont employables. Bien, écoutez, je vois que nous n'avons pas de questions supplémentaires. Pour rappel, donc, vous recevrez le replay de cette session et avec également le support de présentation du coup par mail. Ah, si, nous avons une question. Alors, Aïcha, dans mon entreprise, nous avons plusieurs salariés aidants, mais aucune politique spécifique n'a été mise en place pour les accompagner. Quels seraient vos conseils prioritaires pour démarrer une démarche efficace et concrète, même avec des ressources limitées ? Alors, par exemple, là, vous voyez, moi, j'ai un partenariat avec Malakoff Humanis, donc en tout cas un groupe de protection sociale, potentiellement se rapprocher des groupes de protection sociale qui peuvent offrir des sensibilisations qui sont prises en charge, financées, quand il n'y a pas du tout de financement possible par la formation, la RH, en tout cas par son groupe de protection sociale, complémentaire santé, mutuelle, retraite, etc., on peut déjà déployer ne serait-ce qu'une sensibilisation pour mettre tout le monde à niveau. Pour les salariés dans eux-mêmes, est-ce que la mise en place d'un réseau interne de pairs aidants, un collectif, c'est quelque chose qui est envisageable ou pas ? Est-ce que les salariés aidants ont envie de parler de leur situation, s'ils sont identifiés ou pas du tout ? Et après, si c'est en dehors de l'entreprise, ne serait-ce que les renvoyer vers des plateformes type Ma Boussole Aidant, vers l'association française des aidants, où il y a des cafés des aidants. En tout cas, il y a tout un écosystème à activer pour
au moins ne pas se sentir seul. Je pense par exemple avec nos proches, c'est une ligne d'appel téléphonique, c'est une association de bénévoles aidants et donc qui sont justement disposés à entendre les situations. Des fois, le fait de déposer, d'être écouté, c'est déjà un premier pas, une première aide. Voilà, tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que c'est dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise? Tout dépend, voilà. Est-ce que les aidants en question, est-ce que vous êtes une RH et est-ce que vous les avez identifiés et qu'ils vous ont partagé aussi leurs attentes et leurs besoins ou pas du tout? Voilà. En tout cas, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir adapter quelque chose qui leur corresponde. Et puis les relais, ne serait-ce que vers, je ne sais pas, est-ce que vous avez des assistantes sociales dans l'entreprise? Est-ce que vous avez accès à une plateforme de soutien psychologique? Voilà à quoi je pense spontanément. J'espère que je réponds à quoi. Je vous ai donné quelques pistes. Oui, alors, nous avons plusieurs retours, et notamment de Jocelyne qui nous partage son expérience d'une enquête sur les aidants qui a été menée dans son entreprise. Et à la suite de celle-ci, beaucoup de salariés ont pris conscience qu'ils étaient aidants, donc notamment sur ce sujet diagnostic que vous expliquez, oui, Christine. Oui, elle explique également être référente sociale de cette entreprise et sensibilise chaque année sur le sujet avec Malakoff. Et voilà. Qu'à Poitiers, il y a la Maison des aidants qui est top pour écouter. Alicia, peut-être en 2 mots, nous demande, et on pourra clore du coup ce webinaire, s'il serait possible de détailler davantage l'écosystème évoqué à l'instant. Oui, j'ai tout ça. Alors, peut-être envoyez-moi des messages sur LinkedIn pour avoir vos coordonnées, parce que j'ai effectivement, dans les différentes sensibilisations qu'on fait, j'ai cartographié, en tout cas, j'ai de la matière à effectivement partager sur ce qui est déployable, et puis volontiers pour échanger, je ne sais pas, avec Aïcha, Jocelyne, je serais intéressée aussi potentiellement de savoir dans quelle structure vous êtes. Et puis je crois Alicia aussi, oui. N'hésitez pas. En tout cas, parfait. Merci beaucoup merci à nos 2 intervenants qui ont été une fois encore très clairs et très riches, aussi bien en termes de compréhension des enjeux que de bonnes pratiques. Merci aux questions et aux suggestions, du coup, au partage d'expériences dans le chat. Et au plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.